Parfait, on va reprendre. Merci de reprendre place, s'il vous plaît. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Génopole s'en réjouit. On voit que les rangs sont très remplis, notamment aussi à l'étage et dans une salle annexe, pour continuer à écouter ces grands spécialistes à la pointe de leur sujet, reconnus internationalement. On a été dans des questions fondamentales pour la médecine de demain, pour la recherche d'aujourd'hui qui préfigure la médecine, on espère, routine clinique, en tout cas de demain, dans des très grands domaines comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Et puis, on est allé sur des approches beaucoup plus spécifiques, notamment avec la thérapie cellulaire et les approches extrêmement innovantes d'Istem et de Marc Péchanski, par exemple. On va continuer ce voyage, parce que c'est un vrai voyage magnifique, scientifique et magnifique, avec cette fois une approche là aussi pleine de promesses, qui fait aussi beaucoup rêver, qui est celle de la biologie synthétique ou biologie de synthèse. Et pour en parler, on accueille Philippe Marlière, qui est le cofondateur de Global Biologies, et qui va nous parler, comme un des meilleurs experts là aussi internationaux, des progrès et de l'état de l'art et des espoirs demain de la biologie de synthèse. Merci beaucoup Fabrice. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Ça me fait très plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et on m'a demandé de tracer quelques perspectives et de rendre compte d'un certain nombre de résultats qui s'accumulent déjà. Donc pour que ce soit totalement réaliste, j'ai décidé de ne pas faire de présentation ad hoc et de prendre une présentation dont je me sers outre-Atlantique et puis de l'illustrer avec certains portraits au fur et à mesure de l'exposé. Le premier portrait, bien sûr, c'est celui de Pierre Tambourin. Pierre Tambourin, donc je vais entrer dans les oxymores. Vous savez, en France, il ne faut pas avoir peur des oxymores. Quand on parle de French Innovation aux États-Unis, c'est vu comme un oxymore, ça fait beaucoup rire. Et en fait, pour moi, Pierre Tambourin, c'est un apparatchik émancipateur. Donc on ne peut pas concevoir d'oxymore plus contrasté. Et en fait, la raison, je ne sais pas quelle est la raison, et en fait, peut-être qu'il ne faut pas se poser la question, mais si je médite sur les raisons qui font que je persiste en France à créer des entreprises, à nouer des partenariats, bien entendu, il y a énormément d'acteurs avec lesquels je pourrais interagir de l'extérieur, mais si ces choses arrivent en France, si je m'interroge, it boils down to Pierre Tambourin. Il n'y a aucune autre explication. C'est Pierre qui a fait que j'ai personnellement acquis l'esprit d'entreprise après avoir été une espèce d'anarchiste chez les chercheurs au point de ne plus supporter le monde académique. Mais il m'a ramené vers cette sorte de candeur. Et en fait, peut-être, je ne sais pas si c'est à l'image de Pierre, parce que Pierre est un être, bien entendu, vous le connaissez, qui a énormément de cordes à son arc, mais la structure, l'institution qu'il a créée en France, pour exister, il faut créer des institutions. Elles sont immanentes, immortelles, impérissables, etc. Et en fait, l'institution qu'a créée Pierre s'appelle Génopole. En fait, moi, je vois comme une ressource naturelle. C'est une ressource naturelle des esprits, de l'esprit d'entreprise. Et comme je disais, ça ne va pas de soi en France de se lancer dans l'entreprise sans trop s'apesantir là-dessus. Mais Génopole, il faut le voir comme une réserve naturelle. Et il faut vraiment souhaiter que son périmètre, dans le 9-1, comme on dit, dans la région francilienne, persiste. Et c'est quelque chose d'absolument vital, je crois. Et je crois que je ne suis pas le seul à dire que la raison pour laquelle les choses se sont faites, c'est parce que Pierre Tambourin nous disait des choses. Je crois que je ne vais pas aller trop loin sur ce terrain-là, Pierre, mais des choses dans le genre « allez-y, je vous couvre ». Vous voyez ? En disant on rectifiera les aspects. Bon. Et donc, en fait, il y a quelque chose de vraiment vital là-dedans, dans tous les sens du terme. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est c'est une vue assez personnelle, je dirais. C'est bien entendu la science est en mouvement, la science vise à rendre compte du monde, n'est-ce pas ? Mais la technologie, en fait, ne se préoccupe pas tant que ça de donner une vision cohérente du monde. Ce qu'elle veut, c'est être efficace et procurer
du bien-être, en fait, au fond, hein, via l'économie. Et au fond, les façons d'opérer en biotechnologie existent depuis longtemps déjà. Hein. Alors, il y a des gens qui font remonter ça, je ne sais pas quand, à l'invention de la bière. Ça doit nous ramener à Babylone. Mais ça s'est vraiment cristallisé au moment où on a eu une idée de ce que c'était que l'hérédité, de l'expliquer. William, qui est là, a souvent dit que le concept était quand même simple dans la complémentarité des bases. C'était quand même le seau en plastique et le pâté de sable au-dessous. Mais ce concept-là s'est trouvé, comment on pourrait dire, incarné hein, dans la double hélice. Au fond, c'est ça qu'il y a. Et à partir du moment où on a compris ça, je crois que ça a vraiment émancipé complètement la pensée dans les biotechnologies. Et le concept clé, c'était à partir du moment où on comprend et on peut faire à peu près tout ce qu'on veut et on triera après, ça s'est appelé le bricolage. Comme vous savez, le bricolage moléculaire, le fameux papier de François Jacob, et qui a vraiment structuré la pensée au XXe siècle. Là, on en est au XXIe siècle, on en est dans la biologie de synthèse. La biologie synthétique, je me rappelle qu'on avait essayé d'ailleurs avec William, d'ailleurs. Une fois, on avait vu Maxime Schwartz, on a dit, ce qu'on fait, on croit que c'est de la biologie synthétique. Il avait dit, mais ça va pas, vous pourrez jamais dire, vous pouvez même pas imaginer dire ça à un journaliste, c'est horrible, c'est du Frankenstein à l'état pur, etc. Il faut que vous trouviez autre chose. Et en fait, on n'a pas trouvé autre chose, on a trouvé des trucs un peu snobinards et tout ça, mais ça ne marchait pas. Et en fait, jusqu'à ce que les Américains, évidemment, réinventent tout ça, parce que la biologie synthétique a commencé, vous allez voir, en Europe, et en France en particulier, et à l'Institut Pasteur, bien avant de commencer aux États-Unis. Et donc, en fait, là, on est en plein dedans, et l'idée centrale, c'est programmer. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, les gens qui font de l'informatique vous diront que, je sais que quelquefois, quand on discute avec des informaticiens, il y a un débat là-dessus, mais programmer. Programmer, c'est-à-dire savoir exactement ce qu'on fait, suivre une recette, la suivre de manière déterministe. Donc la biologie synthétique, c'est programmer en biologie. Hein, programmer la matière, etc. Et en fait, ce n'est qu'une étape. C'est-à-dire ce qui nous attend, c'est de naviguer. Par la suite, vous avez entendu parler du gene drive, qui est quelque chose de très, comment on dit en français, forçage génétique, qui est une notion qui crée beaucoup de débats et hein, c'est comment est-ce que nous pourrions en venir à décider de l'extinction des espèces ou de la promotion de certaines espèces et qui sommes-nous pour, etc. Donc en fait, ce qui nous attend là, c'est de naviguer dans les écosystèmes et de faire naviguer des organismes de notre confection dans les écosystèmes. Donc en fait, il s'est trouvé que c'est en Europe, encore une fois, que ces notions-là ont été débattues pour la première fois, et en particulier, je dirais en Allemagne, en Suisse, en Autriche, et on a appelé ça xénobiologie en français, parce que ce terme existait, mais il y avait déjà des tas de termes pour dire la même chose, astrobiologie, la biologie dans l'espace. La xénobiologie, c'est la biologie qui ne nous est pas donnée par la nature. C'est-à-dire, ce n'est pas non plus la poursuite de la biologie, c'est la construction, l'évolution et l'exploitation d'organismes vivants qui dévient de toutes les formes de vie connues sur Terre. Alors, juste pour fixer les idées, donc, on a vu qu'un grand succès partant de Watson et Crick, hein, qui ont expliqué l'hérédité avec des structures moléculaires, hein, des liaisons hydrogènes, des atomes dans des édifices moléculaires. Disons que la biologie, le triomphe de la biologie, ça a été de montrer deux choses. C'était que, premièrement, on pouvait vraiment enregistrer la création sous forme de, aujourd'hui, ça s'appelle des bases de données. C'est-à-dire qu'on est parti de structures atomiques qu'on décrit dans des liaisons atomiques qu'on décrit dans des fichiers, hein, avec des bits. Et donc ça s'est appelé, disons que c'est la biologie analytique, ça s'est appelé la génomique. C'est des noms qui finissent par -ic, hein, d'accord ? La transcriptomique, la métabolomique, tous ces noms-là, vous pouvez même inventer les vôtres. Donc tout cet aspect-là et nous amène à en fait un édifice immatériel gigantesque qu'on n'est même pas en mesure d'exploiter complètement parce qu'il recèle, hein, on peut le miner, mais c'est comme une mine qui nous est donnée et on l'a fait avec des instruments et des avancées techniques extraordinaires. Maintenant, quand on voit la manière dont le séquençage de l'ADN, par exemple, s'accomplit aujourd'hui, les gens parlent de la loi de Moore dans les microcircuits, mais on est vraiment face à quelque chose comme ça, et une très grande créativité humaine s'est déployée là-dedans. Bon, il y a eu un autre, je dirais plus modeste, hein, d'une certaine manière,
mouvement qui a été de construire. Et on voit que ce mouvement de fabriquer des choses dès qu'on connaît les règles du jeu, hein, c'est-à-dire que la grande différence, c'est, d'un point de vue métaphorique, c'est la partie d'échecs. Dans une partie d'échecs, il y a des mouvements d'échecs et puis il y a les règles du jeu d'échecs. D'accord ? Et donc, dans la chimie, les premières avancées dans le sens de la construction, qui ont eu lieu en biologie, je dirais, de point de vue constructif, c'est en chimie. Hein. Vous savez, c'est quand on fabrique de l'urée ou que Fischer reconstruit des sucres. Il le reconstruit suivant les règles du jeu d'échecs, mais il essaie de jouer d'autres parties. Hein. Et ça, c'est plus modeste. Pourquoi ? Parce que on n'a pas besoin, on ne nécessite pas et on ne prétend pas expliquer en faisant ça. Ça peut devenir un moyen d'expliquer, de tester des choses complètement surnaturelles, mais c'est une approche, disons, plutôt homo faber que homo sapiens, si vous me permettez cette image. Donc ça a pris différents noms. Ça s'est appelé les biotechnologies, hein, sous forme de bricolage, comme on a vu tout à l'heure. Aujourd'hui, ça s'appelle la synthetic biology en anglais, la biologie synthèse. Et puis, nous pensons que ça s'appellera la xénobiologie parce qu'on va avoir toute une biodiversité artificielle qui va nous entourer, qu'on exploitera et qui nous aidera, j'espère bien, à préserver les habitats naturels. Alors ça, peut-être que j'y reviendrai à la fin parce que je me suis, comme d'habitude, j'ai déjà dû prendre la moitié de mon temps rien que pour les premières. Mais donc en fait, une autre façon de penser à la biotechnologie évolutive aujourd'hui, c'est de comparer ça à ce qui se passe dans le cosmos, dans les sciences du cosmos et les technologies. La xénobiologie est à la biologie, on pourrait dire ça, ce que l'astronautique est à l'astronomie. Il est clair que l'astronautique ne pourrait pas exister sans l'astronomie. Hein. Avant Newton, c'était très difficile d'imaginer d'envoyer des satellites artificiels dans l'espace, des fusées. Mais il est clair que l'astronautique n'est pas réductible à l'astronomie. Quand on envoie un Spoutnik autour de la Terre, on envoie, c'est un tout petit, un infime mimique, mais de la Lune, en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on crée un satellite artificiel. Et il est bien entendu, et vous le savez très bien, parce que vous avez l'occasion d'aller sur les sites web de la NASA et autres, de l'ESA et tout ça, vous voyez très bien que l'astronautique sert l'astronomie. Il y a énormément de choses qu'on sait sur Saturne, sur Pluton, etc., parce qu'on a envoyé des sondes. C'est-à-dire que l'astronomie sans l'astronautique ne serait pas au stade où elle en est. Donc en fait, on voit qu'on a une espèce de cercle vertueux entre l'astronautique, qui consiste à agir, à développer des moyens techniques d'intervention et d'invention, et vis-à-vis de la science, dont le seul rôle... La médecine est un peu entre les deux, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Mais la science vise à rendre compte du monde. Elle ne vise pas à l'inventer. La technologie vise purement et simplement à inventer le monde ou un autre. Donc en fait, les voyages, la navigation à laquelle on va se livrer, c'est dans un univers virtuel, ça s'appelle l'espace. Les chimistes appellent ça chemical space. Les généticiens appellent ça l'espace des séquences, etc. Mais c'est une navigation dans un espace virtuel dans lequel on va d'une configuration chimique. Hein, c'est un peu réducteur, mais disons que quand on prend une cellule humaine ou un homme en entier, c'est horrible de penser comme ça, mais ou une cellule d'Escherichia coli, c'est un édifice chimique qu'on peut décrire. Et en fait, il y a des règles de construction, d'ailleurs entre l'homme et Escherichia coli, qui ne sont pas complètement différentes, puisque vous vous rappelez le fameux mot de Monod, tout ce qui est vrai pour Escherichia coli est vrai pour l'éléphant, c'est-à-dire qu'il y a 20 acides aminés, il y a 4 bases, etc. Et en fait, le voyage auquel les scénarios, les protocoles de xénobiologie donnent accès, ce sont des voyages dans lesquels on va changer la structure chimique des êtres vivants suivant des règles ou des méta-règles de construction des êtres vivants tels qu'on les comprend. Donc, par exemple, si on considère... c'est un schéma un peu leibnizien, je vais vous dire un mot de Leibniz juste après, parce qu'on s'est entiché de lui dans cette discipline-là, pour des raisons que j'expliquerai juste après, mais disons, c'est vu de Dieu ou de Leibniz, un espace combinatoire complet. Si on représente en rouge les êtres vivants tels qu'ils ont existé, tels qu'ils sont, enfin sur Terre, hein, tels qu'on les connaît. Maintenant, si on considère en bleu ce que, par l'intelligence humaine, à un moment donné du déploiement des algorithmes, des bases de données et tout ce que vous voulez, tout ce qui serait concevable comme pouvant être un être vivant, c'est en bleu. Donc on n'est pas arrogant au point de penser qu'on englobe tout le rouge, hein, comme ça on est quand même assez prudent. Et puis, en noir, il y a vraiment tout ce qui englobe
l'ensemble des êtres vivants concevables, capables de se répliquer, se reproduire et d'évoluer. La xénobiologie, c'est de la navigation, c'est-à-dire ça consiste à partir soit de rien, c'est-à-dire de l'inanimé, du non-vivant, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais de partir, disons, de formules qui ont fait leur preuve dans le monde vivant, dans l'Arche de Noé, quoi, et puis de s'ingénier, il n'y a pas d'autre mot, à la forcer à évoluer, de l'amener à évoluer pour son propre bien, pour sa propre, pour sa propre promotion par le jeu de la sélection naturelle dans des zones qui ne sont pas accessibles à la biodiversité naturelle. Donc on peut parler de biodiversité artificielle. En fait, on est dedans depuis longtemps, hein. Quand vous prenez le TGV et que vous voyez des charolais dans les champs, il est clair qu'on a affaire à de la biodiversité artificielle. C'est l'exemple. Ce n'est pas un auroch, un charolais, hein. Il est moins fessu, moins goûteux, moins tout ce que vous voulez, donc il nous sert bien. Mais ce n'est pas un auroch. Bon, alors, bien entendu, le degré de résolution à laquelle on s'est emparé de l'auroch pour en faire le charolais, c'est quand même assez grossier. On n'est pas à la résolution atomique, mais il est clair que plus on va aller dans le sens de la compréhension et de la synthèse, plus on va avoir de moyens d'intervenir et de changer la biodiversité et d'en créer une nouvelle. Donc c'est quelque chose que je dis haut et fort ici parce que nous devons être honnêtes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois prétendre que la technologie est omnipotente. Je ne sais pas si la science sera omnisciente, mais en tout cas la technologie prétend être omnipotente. Et on ne peut pas dire à la fois on va être omnipotent, nous, Homo sapiens, transformant ou créant une nature 2.0, et puis ça va présenter aucun danger pour la création 1.0. On est confronté à cette question-là. Parce que sur les pages, en particulier les pages médicales des grands magazines, on est dans l'omnipotence, M. Péchanski ne me contredira pas, on est dans l'omnipotence partout, tout le temps, hein, pour sauver des êtres humains, etc. Mais ce faisant, les outils génétiques qu'on est amené à construire et toute la biodiversité qui s'ensuit, hein, si elle doit être omnipotente, il y a un moment où elle crée des vrais soucis pour le maintien et pour l'invasion. On sait, même avec des espèces naturelles, on a affaire à des phénomènes d'invasion avec les espèces invasives. La question va se poser avec les espèces artificielles. D'accord ? Et je pense que cette question-là va devoir être vraiment, j'allais dire, prendre le taureau par les cornes. Donc en fait, c'est une approche qui est très très importante en xénobiologie, c'est faire en sorte que la biodiversité artificielle que nous sommes amenés à élaborer ne remplace pas tout le reste, quoi. Et je crois qu'il ne faut pas essayer d'éluder le problème en disant nous ne sommes que d'infimes bricoleurs, etc. Parce que sinon, il ne faut pas prétendre, comme au MIT et ailleurs, que nous sommes omnipotents. Si nous sommes omnipotents, nous créons un problème pour l'environnement. Si on regarde actuellement la production d'ADN qui a cours, ça devient quand même assez substantiel. Et il y a énormément de formules de gènes, d'enzymes, etc., qui sont créées et qui n'apparaissent pas comme ça spontanément sur Terre à toutes les secondes. Bon, j'ai assez... Voilà, donc en fait, je voulais pas manquer l'occasion, une fois encore, de parler de notre saint patron Gottfried Wilhelm Leibniz, à qui on doit beaucoup de choses, hein, parce que vous savez qu'il y a un article extraordinaire, je crois que c'était l'Académie royale de France, non ? Où en fait, il nous explique le calcul binaire, 0 et 1 suffisent, on peut faire toutes les opérations, etc. C'est Leibniz qui a émis ça. Donc c'est vraiment à l'origine des processeurs, hein. Et puis, dans la même direction, il nous a sorti la caractéristique universelle, qui est comment est-ce qu'on peut formaliser la pensée et la poser avec des phrases. Bon, et ça, tout le monde s'accorde à dire que c'est devenu l'informatique. Et puis, en fait, il a parlé aussi bien sûr, il est beaucoup plus connu pour le calcul intégral et sa querelle avec Newton et tout ça, mais il y a tout le reste. Et Leibniz, vraiment, d'un certain point de vue, que ce soit en informatique ou en biologie, on a l'impression vraiment qu'on est en train d'appliquer, j'allais dire son business model, mais je me retiens, mais disons sa vision du monde, hein. Et c'est vraiment le monde occidental qui est en train de le faire. Et il faut être conscient de ça. Il y a des phrases assez emblématique, hein, tout ce qui est possible exige d'exister, exige pour des raisons philosophiques, métaphysiques, et il va bien falloir appliquer ce programme en se restreignant un peu si on ne veut pas que le Gene Drive remodèle complètement la biosphère. Donc je voulais aussi signaler que la première expérience de variation chimique en profondeur
qui n'a jamais été opéré, a été opéré à l'Institut Pasteur par George Cohen, en fait. Et ses collègues américains qui étaient des physiciens qui étaient passés du Manhattan Project à la biologie. Et en fait, en 1957, ils sont parvenus à remplacer tout le sélénium qui a tout le soufre de la méthionine. La méthionine, c'est un acide aminé des bactéries et qui sert en particulier à amorcer la synthèse des protéines, aussi bien chez l'homme, chez tous les organismes connus. Et en fait, Georges et ses collègues ont fabriqué de la sélénométhionine et ont obtenu une cellule d'Escherichia, des colonies sur des boîtes de pétri, d'Escherichia coli, capable de vivre avec du sélénium. Donc quand vous pensez à ça comme un structuraliste, hein, vous dites qu'il y a des dizaines de milliers de sites stéréochimiques dans les protéines où on peut, par un coup de baguette magique, remplacer ça par le sélénium alors que c'est du soufre, c'est-à-dire passer dans la ligne suivante dans la table de Mendeleïev. Ça a été considéré comme une totale curiosité de laboratoire sans aucun intérêt pendant longtemps, mais en fait, il y a quelque chose d'extraordinairement impressionnant là-dedans, c'est que d'abord, les organismes sont robustes, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'accepter des éléments qui ne sont pas les bons dans la table de Mendeleïev. Déjà, en soi, c'est hallucinant. Et deuxièmement, maintenant, on sait que la sélénométhionine, il y en a un peu dans la nature, mais c'est que le remplacement est total. Donc, en fait, il y a une espèce de marge, de banlieue combinatoire de la chimie dans le vivant qui n'est pas explorée. Et ça, c'était en 1957. Donc, Georges n'a pas vraiment insisté dans cette direction-là, parce qu'il a publié ça dans les crasses, vous voyez. Donc, moi, j'aime bien envoyer ce papier-là aux Américains en français, vous voyez. Ça leur fait du bien. Quand on voit George Church qui nous explique qu'il va maintenir le confinement par les acides aminés en 2017, c'est bien de lui envoyer des papiers de 1957. Et en fait, disons qu'il y avait à l'Institut Pasteur, quand j'y suis arrivé, hein, il y avait du temps où on était là-bas avec William, Thierry Damerval, il y avait cet esprit-là qui est un esprit très leibnizien, je dirais, qui persistait à travers et qui nous était arrivé par George Cohen, qui avait vraiment fait une démonstration incroyable. Et en fait, je dirais cette espèce de tradition implicite, en fait, qui a été mise en œuvre après dans des entreprises, a été totalement soutenue par Jean Weissenbach. Donc, on est à Évry, hein, je ne sais pas très bien quelle a été. Je ne connais pas l'historique. Moi, j'étais dans le sérail pasteurien à l'époque, avant de devenir un entrepreneur. Mais je sais qu'il se passait des tas de choses avec M. Barato, M. Cohen, Pierre Tambourin, Jean Weissenbach à Évry. Et puis, en fait, c'est Évry qui a gagné d'une certaine manière, il faut le dire comme ça. Parce que l'innovation, avec toute cette tradition-là, c'est à Évry que ça se passe. Et bien entendu, là, on fait pas mal de choses avec l'Institut Pasteur, et Christian Bréchot soutient ce genre d'approche complètement, mais c'est clair que c'est à Évry qu'il y a le centre de gravité aujourd'hui. Et donc, combien de temps il me reste là? Ouais, c'est bien, merci. Donc en fait, sous forme de quelques statements, hein, la sélection naturelle, je n'ai pas insisté là-dessus, je n'avais pas le temps, mais c'est un algorithme qu'on appelle gourmand. Si on le décrit comme dans des procédures d'optimisation en informatique, et si on le donne à des informaticiens et nous demande d'expliquer ce que c'est que la sélection naturelle, c'est ce qu'on appelle un algorithme gourmand. Un algorithme gourmand, c'est un algorithme qui, à chaque étape d'optimisation, prend ce qu'il y a de mieux. Hein, c'est ce que nous dit Darwin. Hein. Selection of the fittest, mais instantly, pas dans 1 million d'années. À partir du moment où on applique un algorithme comme ça, c'est un algorithme d'optimisation qui n'est pas nul, hein, mais qui n'est pas terrible. Donc en fait, si on admet que la doxa darwinienne, qui a cours et qu'on croit tous, hein, dans ce cas-là, on ne peut pas échapper à la conclusion que les systèmes vivants naturels sont imparfaits. S'ils sont imparfaits, le défi pour Homo sapiens, ça va être d'en créer d'autres. Et il vaudrait mieux ne pas trop bousculer si c'est si imparfait que ça. On ne sait pas à quel point c'est imparfait, mais je pense qu'au XXIe siècle, on va vraiment cerner l'imperfection de la nature. Et espérons qu'on n'ira pas trop loin dans son remplacement. Donc, si toutes les espèces naturelles et tous leurs composants chimiques, l'adénine, tout ça, ça aurait pu être, ça a évolué dans un horizon extrêmement restreint, et qu'on voit qu'il n'y a pas d'exception à ça, ça veut dire que les solutions vraiment innovantes vont venir de Homo sapiens. Et on va voir que quand on suit ce qui se passe dans les paires de bases artificielles et tout ça, on n'y est pas encore, mais on sent que ça s'approche.
Et donc, les questions qui vont se poser, les deux questions, à mon avis, principales, c'est quel est le coût minimum qui va nous permettre, le coût humain, financier, etc., qui va nous permettre de bifurquer de la diversité naturelle pour faire des bioproductions, en chimie, en énergétique, pour faire des médicaments, en perturbant, c'est la deuxième question, en perturbant le moins possible les habitats naturels et la nature telle qu'elle nous a été donnée et que nous devons absolument protéger. Et une autre façon un peu plus frankensteinienne de présenter le problème, c'est aujourd'hui ce qu'on sait faire. Moi, je regrette parce que je ne suis pas super fort en PowerPoint, donc c'est un peu écrabouillé, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Donc ce que vous avez en abscisse, c'est le temps. Et en ordonnée, ce sont des états, c'est le fitness, quoi, l'efficacité biologique pour se reproduire ou pour survivre des êtres vivants. Donc ce qu'on sait faire aujourd'hui, grâce à la synthèse des oligonucléotides, etc., on sait créer des altérations irréversibles. Par exemple, on sait changer une voie métabolique par une autre. On sait même maintenant implanter des voies métaboliques complètement artificielles pour remplacer des voies de biosynthèse d'un acide aminé, etc. Donc quand on fait ça, on peut faire une opération irréversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen, si on retire un ensemble de gènes d'un génome bactérien, par exemple, le contraire s'appellerait un miracle, quoi. Ça s'appelle la création pure de plusieurs gènes. Mais on peut remplacer par des assemblages artificiels. Donc c'est une étape, c'est écrit irréversible. Donc quand on effectue, comme nous ne sommes pas omniscients, quand on effectue ce genre d'opération génétique, on a ce qu'on appelle une chute de fitness, une chute d'efficacité, c'est-à-dire qu'on a affaire à des organismes qui se reproduisent moins vite. D'accord ? Mais donc, c'est entre... là, la grosse flèche noire, là, elle nous amène à un état, disons, un état évolutif, un état d'adaptation, adaptatif, qui est moins bon que le sauvage, le wild type. D'accord ? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement faire jouer la sélection naturelle, comme la sélection naturelle s'applique aux espèces naturelles, et on le pense, c'est appliqué pendant des milliards d'années. Et dans ce cas-là, il y a trois trajectoires possibles. La première trajectoire, c'est que celle du milieu, c'est qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que le fitness ou l'efficacité ou la compétitivité de l'organisme reprogrammé soit le même que le sauvage. Ça, c'est un grand intérêt, parce que si on parvient à faire ça, ça démontre que le trait qu'on a altéré était contingent. Il n'était pas si nécessaire que ça, puisque si on le remplace par quelque chose de notre cru, on arrive à faire un organisme qui est aussi efficace, au moins dans la prolifération, dans la compétition adaptative, que le sauvage. Et les deux cas extrêmes sont les deux intéressants. C'est que, d'un point de vue scientifique, le plus intéressant, c'est celui du haut. C'est-à-dire, si j'arrive par des altérations génétiques que j'imprime dans une cellule vivante et ensuite que je mettrai en compétition avec des cellules naturelles, si j'arrive systématiquement à obtenir dans la compétition adaptative des descendants des cellules reprogrammées qui battent au sens supplanté, au sens darwinien du terme, les espèces naturelles, c'est que j'ai compris l'évolution. Et on pourrait même être amené dans une forme assez radicale la définition s'appelle Turing Test, c'est de dire que tant que je ne sais pas faire ça, tant que la communauté scientifique ne sait pas créer des descendants des organismes vivants ou en inventer de toutes pièces qui ne sont incapables de supplanter les espèces naturelles, on n'a pas compris l'évolution. Parce que ce serait la manifestation la plus simple que ça. Alors évidemment, pour se livrer à ce genre d'exercice, il va falloir les tenir très soigneusement, parce que si on arrive à abattre Escherichia coli sur une boîte de pétri et qu'avec des organismes recombinants, je ne vous dis pas ce qui va se passer dans les égouts de Paris. Donc il faut qu'on soit très prudent. Par ailleurs, par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant et applicable immédiatement sont des organismes qui seraient, en anglais c'est vraiment pas mal, on dit downgraded, c'est-à-dire des organismes qui sont incapables d'entrer en compétition avec les organismes naturels. Et nous croyons qu'il y a un énorme marché là, c'est-à-dire de faire des créatures bactériennes, microbiennes, telles que, si elles entrent en compétition avec les espèces sauvages, elles perdront systématiquement la course. C'est facile de voir que si on veut fixer de l'azote avec des bactéries fixatrices d'azote et qu'on les répand dans les champs, on aimerait mieux que ces créatures-là ne se mélangent pas trop avec les bactéries, avec les bactéries du sol et qu'elles soient éliminées ou qu'elles ne parlent pas le même langage génétique, etc. Si on se vaccine avec des vaccins vivants, on aimerait mieux qu'ils soient très très peu vivants et qu'ils ne puissent pas vraiment entrer en compétition avec notre microbiote. Voilà. Donc je vais aller un peu plus vite. Donc aujourd'hui, la navigation s'opère
dans des dispositifs comme ça. C'est-à-dire qu'on peut maintenir pendant des milliers de générations, en fait, en isolat, des micro-organismes qui ont été reprogrammés de manière à ce que leur alphabet, ils suivent des règles du jeu un peu différentes. Des règles du jeu qui ne sont pas suivies, qui permettent la vie, mais on joue des parties un peu différentes. Donc je vais donner un exemple juste après, s'il me reste encore 2 minutes. Et en fait, ça c'est le modèle mobile, mais chez Jean, parce que Jean a pris vraiment le relais pour pousser cette technologie-là. Et donc ça, c'est un génoscope que c'est installé au CEA. Et le CEA a été un grand appui dans cette approche. Et ça, c'est dans les locaux du CEA. On a en fait une batterie d'organismes vivants qui dévient à toute vitesse de la chimie habituelle des Escherichia coli. Et je vais vous en donner un exemple tout de suite, dans le temps qui me reste. Ça, c'est... On va passer là-dessus. Ça, c'est... Donc on s'est dit que pour appliquer ces techniques-là et pour montrer que en fait le vivant était plastique suivant nos règles ou les règles qu'on ajouterait, on s'est dit le mieux c'était de changer la structure de l'ADN. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'exception dans les cellules au fait qu'il y a seulement 4 bases qui sont incorporées dans l'ADN. A, T, G, C comme vous savez. Il n'y a aucune exception connue dans les cellules. Il y a quelques exceptions connues dans des virus de bactéries, mais il n'y en a pas dans les cellules. Donc en fait, par contre, il a été découvert, en particulier dans la recherche d'agents de chimiothérapie, qu'il y avait des analogues, c'est-à-dire des motifs qui ressemblent aux bases et qui sont capables, puisqu'ils ressemblent tellement bien, de se faufiler dans la machinerie biosynthèse et d'enrayer la croissance normale des cellules, et en particulier des cellules cancéreuses. C'est comme ça qu'ils ont été découverts dans les années 50, c'est-à-dire en même temps que Watson et Crick. Quand on ne comprenait pas bien encore l'hérédité, le chlorouracile avait été décrit pour s'incorporer ou juste après. Et le chlorouracile, il a un atome de chlore. Dans une cellule d'Escherichia coli, il n'y a pas d'atome de chlore. Il y a 0 atome de chlore. On n'a pas besoin de mettre du sel ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de l'élément chlore n'entre pas dans la constitution chimique d'Escherichia coli. Et par contre, je vous épargne les détails là, mais on peut faire en sorte que des cellules d'Escherichia coli, qui sont, dans lesquelles on fait un contrôle X, qui n'ont plus la voie de synthèse de la thymine et qui donc exigent qu'on leur donne de la thymine pour proliférer, on peut, si on leur donne du chlorouracile à la place de la thymine, c'est le méthyluracile, et le chlorouracile, c'est le chlorouracile, donc c'est un atome de chlore qui remplace le méthyle de la thymine. Ça a à peu près la même forme, ça a à peu près les mêmes propriétés chimiques, et ça se faufile très bien. Et ça va mettre du chlore, ça va mettre de la chlorouracile à la place de la thymine dans l'ADN. Eh bien, en fait, quand on se livre à cette expérience-là, et c'était connu depuis assez longtemps, les cellules restent viables. Ça, c'est intéressant. Il y a un peu de mutation, mais pas trop. Mais les cellules n'arrivent pas à proliférer avec, mais elles ne meurent pas. Donc, en fait, on est borderline. Donc, on s'est dit... On va appliquer les automates de culture tels que je les ai montrés là dans la batterie. Et en fait, on l'a fait de manière extrêmement brutale avec 2 bouteilles. On a une cellule qui dépend de l'apport exogène de thymine. On a 2 bouteilles. Une bouteille qui contient la bonne vieille thymine et l'autre qui contient l'horrible chlorouracile. Et le jeu, c'est le suivant. Et le suivant, c'est que c'est comme un thermostat. Quand la prolifération va trop vite, une certaine densité seuil est dépassée, la culture reçoit du chlorouracile. Ça va trop bien. Et puis quand elle plonge et ça ne va plus du tout, elle reçoit de la thymine. Donc en fait, c'est la culture elle-même qui va ajuster le niveau auquel elle veut être défiée. Et en fait, donc, ce que vous avez là, c'est un run. Le temps est en abscisse, ça va de 0 en jour à 145 jours. Et vous voyez, ce qu'il y a en ordonnée, c'est la proportion du temps par jour, chaque jour, où c'est du milieu sans thymine qui est appelé. Et vous voyez qu'en 145 jours, la culture ne demande plus de thymine, elle demande du chlorouracile. Et quand on l'analyse, en fait, son ADN est fait avec 100% de chlorouracile à la place de la thymine. Alors, il y a quelque chose de vraiment paradoxal là-dedans, parce que si vous aviez posé la question aux biologiste moléculaire, on va remplacer une base par un ersatz abominable. Combien de temps ça va prendre ? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est 1 million d'années. D'accord ? Puisqu'il y a déjà 4 milliards d'années que ça se passe comme ça et qu'il n'y a pas d'exception connue. Mais non, ce n'est pas vrai. Donc, vous voyez que si c'est uniquement parce que
quand la cellule a commencé à se débrouiller avec du chlorouracile, c'est clair qu'elle était moins adaptée que le sauvage, qui était parfaitement optimisé avec la thymine. Mais qu'en 145 jours, c'est-à-dire en 4-5 mois, en fait, on arrive à changer complètement la perspective des Escherichia coli. Au point que, en fait, après 6000 générations, on a vu ça, c'est-à-dire qu'on réisole des clones de cette culture, on l'étale sur une boîte de pétri. Hein. Dans la boîte de pétri, il y a comme elles arrivent à vivre avec du chlorouracile, on met un peu de chlorouracile, mais au milieu, on fait un trou dans la gare et on met une solution de thymine. Et au bout de 6000 générations, voilà ce qui se passe, c'est la thymine devient un antibiotique. C'est-à-dire que non seulement on appelle Escherichia chlori, le descendant de coli est adapté à vivre avec du chlorouracile, mais maintenant, comme il ne voit plus du tout la thymine, il se désadapte. Et en fait, il y aurait des raisons de penser que le chlore est capable de faire certaines liaisons, je vous épargne ça, mais peut-être qu'en fait, son chromosome est en train de se réajuster avec l'élément chlore. Bon. Donc en fait, cette expérience-là, donc ça a été bien entendu conduit avec beaucoup de l'appui de chimistes et tout ça, et en particulier Peter Devine, qui est complice dans cette affaire-là et qui, en fait, qui est prof à l'Université catholique de Louvain. Alors à l'Université catholique de Louvain, il pense qu'il fait des médicaments. Mais en fait, il fabrique chimiquement les acides nucléiques de demain. Mais donc, il a accepté de prendre un poste partiellement juste Pete pour le situer, il a eu l'idée d'ajouter un atome de carbone, vous voyez, dans le désoxyribose, là. Et quand on voit qu'il y a un truc en trop entre le O et le carbone qui tient la nucléobase, ce truc-là s'appelle l'exitol, c'est le R-Devine nucleic acid. En fait, ce truc-là, c'est de super ADN, ça s'appareille avec lui-même, ça fait des squelettes, et en fait, c'est incassable, vous pouvez le faire bouillir dans l'acide sulfurique, donc c'est une forme supérieure de l'ADN d'un point de vue chimique, du point de vue de la stabilité et tout ça. Et il a une autre qualité, c'est qu'il serait très difficile à faire d'un point de vue métabolique. C'est-à-dire si on arrive à adapter Escherichia coli à ce truc-là, coli ne va pas trouver du jour au lendemain moyen de le fabriquer. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc, j'aurais voulu parler de ça pour dire un mot de l'ANR, mais je me retiens. C'est-à-dire que autant... si je vais le dire, On ne peut pas l'arrêter de toute façon. Non, j'ai presque fini, je finis avec l'ANR. L'ANR, au début, c'était très bien. Mais maintenant, c'est un éteignoir. C'est-à-dire que, et je pense que justement, Pierre Tambourin était un remède à cette espèce de pétrification permanente de la France, où on peut rester, dans la science, il faut être humble et audacieux, et je crois que c'est ce qu'incarne Pierre. Et en fait, ce truc-là s'est développé à Évry, et c'est un très bon truc, qui permet de tester qu'un bout de plastique portant des bases peut donner lieu à sa copie en ADN. C'est un truc formidable. On a demandé à l'ANR plusieurs fois, jamais on n'a eu d'argent. Et vous savez pourquoi on n'a pas eu d'argent ? Parce que les Américains ne l'ont pas encore fait. Merci Pierre. Et longue vie et pourvu que ça dure. Merci beaucoup Philippe. On est resté là, restez avec nous. Restez avec nous. Bon voilà, un propos très libre, très détendu et totalement fascinant qu'évidemment les tenants de la science-fiction sont déjà en train de fantasmer sur des espèces capables de résister à l'acide sulfurique et qui ne tarderont pas à dominer sans doute ce bas monde. Mais avant d'en arriver là, on a évoqué très brièvement le HNA avec un peu d'humour. Vous parlez parfois de XNA, donc de xénobionucléique acide, donc un ADN xénobiologique. Donc il y a déjà des expériences qui ont été menées. Vous avez parlé d'Escherichia coli, mais y a-t-il d'autres organismes ou d'autres expérimentations concrètes qui existent aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Donc, là, si j'avais eu plus de temps, j'aurais bien sûr dit un mot de ce que fait Floyd Romesberg. Floyd Romesberg, lui, c'est quelqu'un qui vient de la recherche pharma, et il a attaqué la génération de paires de bases supplémentaires, c'est-à-dire compatibles avec ATGC, et il est au Scripps. Et en fait, là, il est en train d'implanter dans Escherichia coli cette paire de bases-là qui, pour les connaisseurs, ressemble plus beaucoup à... Il n'y a pas de liaison hydrogène. Et en fait, il a des souches d'Escherichia coli, des plasmides dans lesquels cette paire de bases a été incorporée et qui ont besoin des précurseurs métaboliques de ça pour faire persister des plasmides. D'accord ? Donc évidemment, c'est balbutiant et tout ça, mais il a élargi la combinatoire à 6 bases. 6 bases au lieu de 4. Dans in vivo.
C'est toujours chez Colli. Hein, oui, c'est toujours chez Colli, qui est un modèle qui reste votre modèle de prédilection. C'est plus facile à manipuler. Comme depuis de longues décennies. Avez-vous des questions? J'imagine que oui, on a toujours notre problématique de temps, mais une ou deux questions avec plaisir. Oui, on vous apporte un micro. Une remarque, on vous donne juste le micro pour qu'on puisse vous entendre. Merci. Un commentaire. Oui, voilà, je m'appelle Zakia Pelaïd. Donc, juste une question. En me basant sur le dicton que vous avez dit, donc, toute chose possible exige d'exister. D'accord ? Elle exige métaphysiquement. Métaphysiquement d'exister. Est-ce qu'on peut se poser aussi la question que tout ce qu'on doit faire doit être un besoin réel de la part de l'homme? Ce qui est en fait ce que je trouve un peu contradictoire, avec tous mes respects, c'est que vous dites je vais toucher à des organismes tout en respectant donc la mère nature autour de moi. Oui, mais je la respecte à l'extérieur. On parle d'enclave génétique. Bon, quant à la question de l'utilité, oui, voilà. C'est une question difficile. Hein. La question de l'utilité, c'est que tout ce qu'on doit engendrer doit-il être nécessaire? Mais en fait, si on avait jugé de ce qui était nécessaire et de ce qui n'a pas pu surgir dans l'esprit des gens au néolithique, on serait toujours dans des cavernes merveilleusement bien décorées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est parce qu'il y a un mouvement d'exploration pour l'exploration, y compris en technologie, hein, que les choses avancent. Et il est connu, par exemple, que les plastiques, il n'y a pas une seule matière plastique, semble-t-il, qui ait été obtenue comme étant le résultat de satisfaire un cahier des charges. D'accord? C'est en explorant ceci qu'on a le Kevlar, etc., ou le nylon, ou le téflon. C'est toujours de l'exploration, y compris en technologie. Nous ne sommes pas assez intelligents. Premièrement, nous ne sommes pas assez intelligents pour savoir exactement ce qui est utile. Il suffit d'écouter le débat électoral pour s'en convaincre. Et deuxièmement, donc on n'est même pas déjà capable de savoir ce qui est vraiment nécessaire. Bon. Et deuxièmement, même si on le savait, hein, arriver à inférer ce qu'il faudrait faire pour satisfaire ces besoins-là, c'est vraiment au-dessus de nos moyens. Donc nous sommes des homo faber, on fait des trucs. Puis après, on voit. On ne peut pas s'empêcher de faire des trucs en génétique, il faut les faire mieux qu'en physique. Oui. Alors, c'est des essais et des erreurs, c'est un peu un jeu. On a fait beaucoup de Alors, on n'a pas le temps de s'engueuler dans un débat malheureusement passionnissime. All in all, it's not that bad. Voilà. Jusqu'où aller, pourquoi? Oui, allez-y. Merci beaucoup pour cet exposé qui repousse encore les limites du possible. Plus concrètement, pour les non-spécialistes, vous pourriez nous donner 2-3 exemples d'applications concrètes dans notre vie courante dans les années qui viennent, là? Ouais, si je m'étais laissé aller, bien sûr, je vous aurais parlé de Marc Delcourt, qui est un champion, un capitaine d'industrie. C'est le nom de sa holding française. Et qui a créé Global Bioenergies et qui fait de l'isobutène, c'est pas très lisible, hein, qui fait de l'essence à partir de sucre à des fins énergétiques pour préserver l'atmosphère et l'agriculture, donner de nouveaux débouchés énergétiques. Bien sûr, il y a des réalisations concrètes. Donc là, dans les XNA, il n'y en a pas encore. On n'est pas dans les espèces, on n'est pas dans l'évolution darwinienne. Là, on est sur des applications de biotechnologie concrètes, énergétiques. Ouais. Et là, la biologie de synthèse a un rôle évidemment éminent. Et au sein de Génopole, il y a plusieurs startups qui utilisent les technologies de biologie dite synthétique. C'est-à-dire, vous, c'est le coup d'avance, c'est celui d'aujourd'hui. Vous êtes déjà en train de vous projeter dans la xénobiologie. C'est le coup d'après. On est bien d'accord que c'est deux pas de temps différents. Voilà. Une dernière remarque ou question? Oui. Alors, on va vous apporter un micro, s'il vous plaît, madame. Une question de chimie organique, monsieur. Quand vous inventez une molécule et qu'elle s'intègre à un système vivant, il faut quand même tout un cycle de protéase catalyseuse pour éviter d'avoir à réduire ensuite les produits émergents de ces processus par une explosion radioactive, un Fukushima 20 ou un Tchernobyl biologique. Un Tchernobyl total. Fukushima fait mieux que Tchernobyl en ce moment, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, et puis avec l'inversion électromagnétique des pôles, on pourrait avoir aussi un bon plasma solaire, enfin des tas de choses très intéressantes, et ça serait quand même un peu dommage d'avoir à attendre d'être irradié à fond par des... Pour pas avoir une explosion biologique. Pour détruire enfin les produits métaboliques de toutes ces nouvelles voies qui ne sont manifestement pas complètes. Non, attendez, mais c'est une fort intéressante question, brièvement. En fait, on n'a pas toujours intérêt à vouloir faire en sorte que les organismes sachent fabriquer les constructions chimiques qu'on implante dedans. Nous nous ingénions même à ce que ce soit extrêmement difficile. Par exemple, on essaie d'introduire le silicium dans des chaînes carbonées parce qu'on sait que le vivant ne sait pas le faire. Alors vous inventez des impasses.
volontaire. Exprès. Pour éviter- On construit des impasses exprès. Vous faites joujou avec impasse. Au Mais pied dedans, vous exprès, mettez exprès. vous régulez alors. Hein. Pour éviter Ah non, que mais ça passe d'une espèce à l'autre. incroyablement vertueux, vous vous rendez pas compte. Attendez, j'ai pas fini. Par contre, dans l'autre sens, on s'en fiche parce que si vous prenez le nylon a été inventé dans les années 40, dans les années 60, autour des usines qui fabriquent du nylon au Japon, on a trouvé des flavobactériums qui étaient capables de vivre sur les sous-produits solubles du nylon. Donc la nature sait très très bien dégrader les composés tels qu'on lui donne, même si c'est des composés. Un herbicide, au bout de 15 ans, on trouve une utilisation naturelle dans les champs. S'il y a une dégradation de nos composés chimiques, ce n'est jamais dangereux. Au contraire, ça remet tout ça dans le grand cycle. Une dégradation à 150 000 ans de demi-vie, c'est un peu long. Malheureusement, on ne peut pas continuer indéfiniment ce débat passionnant, Voilà. il faut bien le dire, technique mais passionnant. Merci infiniment Philippe pour cette présentation brillante et qui montre, si besoin était encore depuis ce matin, l'extraordinaire variété, diversité, pour ne pas parler de génie créatif qui a pu naître et qui bout depuis plus de 20 ans au sein de Génopole.